Bonjour à tous, je me présente, Maître Georges-David Benayoun, avocat fiscaliste au barreau de Paris, spécialisé en fiscalité. Euh, alors, je suis présent sur l'ALIA parce que depuis près de 20 ans, j'accompagne des personnes dans le cadre de leur ALIA. On est un cabinet où nous faisons 50% de fiscalité étrangère et donc nous faisons partir des gens dans le monde entier et beaucoup vers Israël. Tout type de patrimoine, tout type de personnes actives ou pas actives. Et donc, j'ai choisi ce thème aujourd'hui, comment préparer fiscalement son départ de France, parce que je vois quand même de plus en plus de catastrophes arriver lorsque les clients viennent nous voir. Et je dirais bizarrement, c'est un peu propre à Israël. Nous, on a des départs vraiment dans le monde entier. Ça peut être États-Unis, Brésil, Thaïlande, vraiment, ou Dubaï. S'il y a bien un pays où les personnes arrivent soit au dernier moment ou arrivent 2 ans après être en Israël, c'est bien Israël. Donc, ça pose un souci et par rapport à tous les webinaires qu'on a l'habitude d'animer, et que j'ai animé depuis maintenant quelques années pour Expert Alia, j'ai souhaité qu'on reprenne un peu la base. Donc, on ne va pas parler de technique fiscale, on ne va pas parler d'articles du Code général des impôts ou d'articles de la convention fiscale. L'objectif, c'est vraiment vous dire, il faut faire un point avant de partir. Alors, à l'extrême, j'ai des personnes qui viennent me voir 5 ans avant d'envisager leur départ ou de partir, et puis certaines, souvent 15 jours avant. Donc, on va voir, on a des sujets qui peuvent être très, très différents. Donc, l'idée, je vais passer à la page suivante. Voilà. L'idée, c'est que vous voulez aller vivre en Israël. On a un certain nombre de questions à se poser. Parce que vous allez voir, en fonction des questions que vous allez vous poser, les réponses peuvent être vraiment très différentes. D'abord, il faut analyser les modalités de votre départ. Premier cas, le départ définitif, c'est-à-dire que vous allez tout fermer en France, tout vendre, et vous partez définitivement, vous ne souhaitez plus revenir. Alors, autant dire que c'est une minorité, parce que quel que soit l'âge de mes clients, ils gardent toujours des attaches patrimoniales, souvent avec la France, voire familiales. Alors, c'est vrai que c'est le plus simple, le départ définitif, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'a plus de déclaration d'impôt à déposer auprès de l'administration fiscale. On va voir tout à l'heure les différents cas. Soit je conserve des attaches avec la France. Alors, le cas typique et la spécificité d'Israël, c'est qu'on a quand même beaucoup de personnes qui sont résidents fiscaux israéliens, mais qui travaillent en France ou pour la France. Et donc, qui font souvent des déplacements, même si c'est un peu plus compliqué avec la pandémie. Ça, c'est généralement la tranche d'âge entre 30 et 55 ans. On a après les personnes qui conservent en France un patrimoine. C'est plutôt le cas des personnes un peu âgées ou des retraités, c'est-à-dire qu'au cours de leur vie professionnelle, leur vie en France, ils ont acquis un ou deux biens immobiliers qui donnent en location ou ils ont un patrimoine mobilier. Et puis, on a ce qui apparaît quand même beaucoup depuis le début de la pandémie, des personnes qui alors, la pandémie a un peu modifié les règles. C'est-à-dire que nous, on voit dans notre clientèle quand même des personnes qui ont décidé de revenir en France et des personnes qui, du coup, ont accéléré un départ vers Israël. Notamment, on voit que les personnes se sont rapprochées de leur famille. Lorsqu'on a des couples de retraités qui étaient en Israël, mais dont tous les enfants vivent en France ou en dehors d'Israël, on a vu quelques retours. Et puis, inversement, des personnes qui étaient toutes seules en France, leurs enfants en Israël, ça a vraiment activé un départ de France. Donc, on a aussi une catégorie qui est plutôt celle des retraités. C'est ceux qui vont partager leur temps entre la France et Israël. Alors, ça peut poser des problèmes parce qu'on a une définition de la résidence fiscale qui peut être un peu compliquée.
Donc, nous, lorsqu'on regarde, on analyse nos clients, on va d'abord le faire en fonction d'une situation personnelle. Est-ce qu'on est actif? Est-ce qu'on est retraité? Le retraité, c'est honnêtement celui qui pose le moins de problèmes, sauf si cette personne a un patrimoine immobilier important en France. Après, au niveau des actifs, on va voir les personnes qui ont des enfants à charge et donc qui sont en Israël avec des enfants à charge, ou des personnes qui se trouvent en Israël mais sans avoir d'enfants à charge ou rattachés. C'est important parce que les enfants, c'est un élément de la résidence fiscale. Alors, pourquoi on fait une distinction entre les retraités et les actifs? Parce que lorsque vous allez en Israël, vous bénéficiez du régime de l'ALIA pendant 10 ans. Alors, la règle basique, mais qui n'est pas totalement vraie, c'est l'exonération sur le revenu de sources étrangères pendant 10 ans. Alors, pourquoi ce n'est pas tellement vrai? Parce que pour les personnes qui sont actives, vous verrez lorsqu'ils ont, ils peuvent avoir et de plus en plus des contrôles fiscaux. On va considérer que la personne qui a des revenus, par exemple, de France, à hauteur de 50 000 €, lorsque Israël va les interroger, va leur dire, mais effectivement, vous êtes exonéré sur les revenus de sources étrangères, sauf que vous avez 50 000 € de sources françaises, mais je vois que vous avez passé 200 jours en Israël. Donc, je veux vous taxer au prorata. Alors, c'est quelque chose qui est qu'on voit de plus en plus. Donc, ne pensez pas qu'en étant actif, en ayant une rémunération uniquement de sources françaises, Israël ne va pas venir vous poser quelques questions et tenter une imposition. Alors, la difficulté de l'actif et donc du régime de l'ALIA, c'est que normalement, ce qu'on doit regarder en fiscalité internationale, c'est la convention fiscale. La convention fiscale va régir les règles et dire où vous allez être imposable et imposé. Le basique, la première analyse vraiment basique de l'administration fiscale, c'est de dire si vous vivez en Israël, vous êtes résident fiscal israélien. Si vous vivez en France, vous êtes résident fiscal français. Alors, c'est un peu plus compliqué, et notamment dans la convention fiscale franco-israélienne, on a un petit piège, puisque lorsqu'on définit la résidence fiscale, il est expliqué que pour être résident fiscal et bénéficier des dispositions de la convention, il faut être imposé en Israël sur ses revenus mondiaux. Or, pendant les 10 premières années, avec le régime de l'ALIA, vous n'êtes pas imposé sur vos revenus mondiaux en Israël, mais vous êtes imposé potentiellement que sur vos revenus de source israélienne. Ce qui implique qu'on a une certaine gymnastique à faire lorsque les personnes font des allers-retours entre la France et Israël pour travailler. Alors, c'est extrêmement typique parce que très souvent, mes clients viennent me voir après avoir été voir souvent des très gros cabinets américains qui traitent Israël comme n'importe quel autre pays et qui leur disent, mais de toute façon, attention, il y a cette disposition, si vous avez encore un bien en France ou si vous travaillez en France, vous avez ce risque-là. Alors, on a aujourd'hui un certain nombre de litiges devant les tribunaux français. Ce risque existe, après, il faut savoir le mesurer et l'adapter au regard des enjeux, du patrimoine professionnel et de la manière dont vous fonctionnez. Donc, lorsqu'on se prépare à partir, on regarde, vraiment, on va distinguer le retraité de l'actif. Et puis, le b.a.-ba, parce que lorsque nous, on fait des analyses pour nos clients, on commence par ça, c'est de dire quelle est l'imposition que vous continuez à avoir. Alors, j'ai voulu développer 4 sources de revenus différentes parce que c'est celles qu'on rencontre le plus facilement. Premièrement, les salaires. Lorsque vous êtes résident fiscal israélien et que vous avez des revenus de source française et qu'il s'agit de salaire, alors on parle de salaire, on parle aussi de rémunération de gérance. Donc, c'est, on va dire, la notion de rémunération au sens large. Vous allez être imposé selon un barème qui ne correspond plus au quotient familial.
Et donc, vous allez vite vous rendre compte que l'imposition va être nettement plus élevée que si vous étiez simple salarié français, résident fiscal français. Donc, très souvent, et ce barème n'est pas propre à Israël, hein, il est propre aux non-résidents, la première chose qu'on explique à nos clients, c'est que s'ils ont du salaire, soit on va le supprimer, soit le diminuer. Alors, lorsqu'ils sont salariés dans une entreprise familiale ou dirigeants, c'est plutôt facile. Lorsqu'ils sont vraiment salariés d'une société, ça pose problème. Ça pose problème, mais souvent on me dit oui, mais je ne veux pas cesser d'être salarié parce que derrière, si on me licencie, j'aurai une indemnité chômage. Alors là, je leur explique qu'ils se trompent parce que lorsqu'on est non-résident, on ne peut pas avoir de chômage. Donc, attention, si vous êtes salarié et vous souhaitez devenir résident fiscal israélien, il faut quand même se poser la question et aller chercher une optimisation. Il y a plein de sujets d'optimisation possibles. Après, on a les retraites publiques et privées que j'ai oublié de mentionner. Alors, les retraites publiques sont toujours imposables en France, selon un barème et avec une retenue à la source. Les retraites privées ne sont jamais imposables en France. Donc, pendant 10 ans, vous serez ni imposé en France, ni imposé en Israël. Au terme des 10 ans, vous serez imposé en Israël sur vos retraites de source française. Alors, les retraites, c'est un vrai sujet un peu compliqué aujourd'hui avec le prélèvement à la source. On en parlera après, parce qu'on a une problématique lorsque on est retraité et qu'on fait son alia. Sur les revenus fonciers, même chose que sur les salaires, c'est-à-dire qu'on va avoir une imposition particulière pour les non-résidents, sachant que l'assiette, ce qu'on appelle l'assiette, c'est le calcul de l'impôt, il se fait de la même manière qu'on soit résident ou non-résident. Par contre, l'imposition est dès le premier euro à 20% et au-dessus de 27 000 euros passe à 30%. Et comme depuis François Hollande, vous avez des contributions sociales, ça veut dire que vous êtes imposé à minima sur vos revenus fonciers à 37,2% et au maximum à 47,2%. Alors, ce qui me fait dire, lorsque typiquement on a un couple de retraités qui viennent nous voir et puis ils ont un ou deux biens qu'ils ont achetés au cours de leur vie et qu'ils donnent en location pour compléter leur retraite, que le fait de ne pas être imposable en France sur les retraites privées va être compensé par une surimposition des revenus fonciers. Et donc, ils vont se rendre compte qu'en réalité, leur fiscalité, au bout du bout, elle ne change pas tellement. À l'inverse, lorsque vous avez des revenus fonciers importants, alors ce que j'appelle important, c'est lorsqu'on va quasiment dépasser les 80 000, 100 000 euros. Lorsque ces personnes sont résidents fiscaux français, ils sont typiquement dans une tranche d'imposition à 41 ou 45%. Si on rajoute les contributions sociales, ça veut dire qu'on va aller flirter avec les 62% d'impôts. Donc, le fait de devenir non-résident, ils auront un maximum de 47 versus 62 lorsqu'ils étaient résidents. Donc, la situation est plus intéressante. Donc, c'est un peu particulier, mais plus vous avez de revenus fonciers, plus vous avez intérêt à partir. Et quand vous avez peu de revenus fonciers, va rapidement se poser la question de la vente de ces biens immobiliers. Les cessions de titres de société. Alors, c'est un peu particulier parce que on va aller analyser si vous êtes dans une société familiale ou non, et on va aller regarder le pourcentage que vous avez. Si vous êtes dans une société non familiale et que vous avez moins de 10% du capital social, vous ne serez pas imposé en France, mais imposé en Israël. D'où l'intérêt de vendre une participation lorsque vous êtes en Israël, pendant le régime de l'ALIA, sauf exit tax dont on va parler tout à l'heure. Lorsqu'on est dans une société familiale, on va regarder si avec la famille, vous détenez plus de 25% du capital. Plus de 25%, votre fiscalité sera française, 12,8%. Si vous êtes à moins de 25%,
vous serez à 0 d'imposition en France et normalement fiscalité israélienne. Sauf que si vous n'êtes pas redevable de la fiscalité israélienne, ça pourra être 0. Moi, j'ai quelques clients qui sont partis cette année, qui étaient dans cette typologie. En venant, ils m'ont dit, tiens, je vais avoir une plus-value. Et je leur ai expliqué qu'ils n'auraient pas de plus-value à payer en France ni en Israël. Alors, élément extrêmement important, la notion des 25%, là on rentre dans un détail, mais se fait entre ascendant et descendant, et pas en ligne collatérale. Ça veut dire que si vous êtes plusieurs frères et sœurs à détenir plus de 25% d'une société, on ne va pas vous additionner vos parts. Par contre, si vous êtes avec vos parents et vous dépassez les 25%, là, on va les additionner dans le calcul. Bon, c'est un peu technique, mais au niveau… Donc voilà, on va dire les catégories plutôt particulières au niveau de l'impôt sur le revenu lorsqu'on conserve des revenus de source française. Donc, il faut toujours se poser la question avant de partir, se dire, mais je paye aujourd'hui X impôts en qualité de résident fiscal français, combien je vais payer en qualité de résident fiscal israélien ayant des revenus de source française. Autre aspect, l'impôt sur la fortune immobilière. Alors, l'impôt sur la fortune immobilière, c'est une notion un peu particulière parce que le fait de partir de France peut vous rendre redevable de cet impôt. D'abord, lorsque vous êtes non-résident, on va regarder uniquement la fiscalité, le patrimoine qui se trouve en France. Lorsque vous êtes résident fiscal français, on regarde les 2 pays, ou tous les pays. Par exemple, vous avez des biens en Espagne, en Israël, vous devez aujourd'hui, si vous êtes résident fiscal français, les comptabiliser dans votre patrimoine. Donc, quand vous êtes non-résident, on va se limiter à la France. Mais, dans la mesure où vous n'êtes plus résident, vous n'avez plus de résidence principale en France, vous allez perdre l'abattement de 30% dont vous deviez bénéficier en étant résident fiscal français. Donc, alors, ça concerne, si on retourne un peu plus haut, les personnes qui partagent souvent leur temps entre la France et Israël, qui sont plutôt retraités et qui ont des biens immobiliers d'une certaine valeur. Et en réalité, leur bien, il vaut 1 million, 1,5 million, voire plus. Avec un abattement de 30%, ils étaient limite, voire ils payaient un tout petit peu d'impôt. Comme on va supprimer l'abattement de 30%, leur impôt mécaniquement augmente. Donc, il faut regarder, ça peut être une incidence négative liée au transfert de résidence fiscale. Alors, une fois qu'on s'est posé toutes ces questions, on a des sujets quand même un peu plus épineux que d'autres. Et donc, j'ai souhaité vous parler de 4 points un peu différents. Premier point qui se pose très, très souvent, c'est le sort de la résidence principale en France, qui va devenir une résidence secondaire. Il faut savoir qu'Israël n'ayant pas signé avec la France une convention en matière de recouvrement d'impôts, vous ne pouvez bénéficier de l'exonération résidence principale. Le jour où vous quittez la France, où vous posez le pied en Israël, votre résidence principale devient une résidence secondaire et vous perdez l'abattement. À l'inverse, pour les pays qui ont signé, les pays de l'Union européenne ou les pays qui ont signé avec la France de telles conventions, on accepte que l'abattement puisse être utilisé dans les 12 mois qui suivent le départ de France. Donc, ça, c'est un élément important. Alors maintenant, la vraie question qu'il faut se poser, c'est vous dire, est-ce que j'ai de la plus-value sur ma résidence principale? Honnêtement, c'est plutôt généralement le cas, mais surtout, est-ce que cette plus-value est due? En qualité de non-résident, vous avez un régime où on va regarder la durée de détention de votre bien. Donc, si votre bien est détenu depuis plus de 30 ans, ça n'a pas d'incidence, que vous partiez ou que vous ne partiez pas, vous n'aurez pas d'imposition. Donc, bien évaluer, est-ce que vous décidez de vendre votre résidence principale ou pas? Est-ce que si vous partez, vous avez une fiscalité particulière?
Et puis, élément un peu particulier, c'est que la taxe d'habitation est au fur et à mesure supprimée pour les résidents fiscaux français et qu'elle ne sera pas supprimée pour les résidences secondaires, sachant en plus que lorsque c'est une résidence secondaire dans les grosses métropoles, Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, encore de nombreuses, la taxe d'habitation qui devient une taxe de résidence secondaire augmente de 40%. Donc, il faut bien tenir compte de ce coût-là. Autre élément, l'exit tax. L'exit tax concerne les personnes qui détiennent des participations dans des sociétés. Soit cette participation a une valeur supérieure à 800 000 euros, soit vous détenez une société à plus de 50%. Et dans ces deux cas, vous devez faire une déclaration d'exit tax avant de partir et impérativement au moins 3 mois avant de partir. Donc, il m'arrive de voir des clients qui me disent « mais je m'en vais dans 15 jours ». Et je leur explique que vous allez pouvoir partir dans 15 jours, mais vous n'expliquerez à l'administration fiscale que vous partez réellement et que vous faites une option pour la résidence fiscale israélienne que dans 3 mois et quelques jours, le temps qu'on fasse votre dossier d'exit tax. C'est surtout une problématique de paperasse. On arrive généralement à contourner, à éviter l'exit tax, les inconvénients de l'exit tax lorsque les personnes partent vers Israël. Ce n'est pas le cas lorsqu'ils partent vers un pays d'Europe type Belgique ou Portugal. Alors, autre élément, le régime matrimonial. Votre régime matrimonial, peu de personnes y pensent, est soumis aujourd'hui au droit français. Le jour où vous partez, si vous ne faites pas de testament, il va continuer à s'appliquer selon le droit français. Donc, si vous avez des biens ou un enfant en Israël, en France, au moment où une succession va être ouverte, votre notaire français va dire à vos enfants « Ah, on n'a pas d'option pour le régime israélien ou on n'a pas d'option pour écarter le régime français. Donc, vos parents étant mariés sous le régime de la séparation ou de la communauté en France, on va appliquer le droit français. » Et donc là, vous vous retrouvez avec une déclaration de succession qui, en droit civil, doit reprendre la totalité de votre patrimoine mondial, même si à la fin, vous ne serez imposé que sur le patrimoine français. Donc, le patrimoine mondial, ça veut dire que dans une déclaration de succession française, vous iriez déclarer la totalité de votre patrimoine israélien. Alors, c'est d'autant plus facile que pour faire la succession française, le notaire français va demander une copie des actes israéliens et donc il verra tout apparaître. Donc, lorsque j'ai un client, les clients qui font leur alia, j'exige que dans les 3 mois qui suivent, les personnes fassent un testament pour organiser s'ils souhaitent ou non rester sur le régime français et prévoir, puisque le régime israélien est vraiment très différent, il n'est pas protecteur des héritiers, contrairement au régime français. Autre élément qui intervient souvent, la sécurité sociale française. Alors, on a une évolution des règles depuis 2019, notamment pour les retraités. À partir du moment où vous avez cotisé au moins 15 ans, vous pourrez bénéficier de la sécurité sociale française lors de vos venues en France. Bien évidemment, on ne vous remboursera pas des interventions en Israël, mais vous serez pris en charge en France lorsque vous vous ferez soigner en France. C'est quelque chose de très important parce que je vois, quels que soient les pays de destination, mes clients sont toujours très attachés à la sécurité sociale française. Maintenant, le souci concerne les non-retraités. Si vous êtes non-retraité, que vous ayez une rémunération en France et que vous payez ou pas des charges sociales, de toutes les manières, vous n'avez pas le droit à la sécurité sociale française. Alors, souvent, les personnes n'informent pas la sécurité sociale de leur départ de France. Je peux le comprendre, mais il faut savoir que si la sécurité sociale est informée, ils vous demanderont la restitution de la carte
vitale et vous n'aurez plus le droit au remboursement en France. Donc, il faut bien avoir conscience. Alors, pour contourner cet effet, souvent, nos clients vont aller chercher et souscrire à la CFE qui concerne les Français de l'étranger. C'est une sécurité sociale qui coûte plutôt cher, mais lorsqu'on n'a plus rien, ça peut rendre service. Dernier point, vos obligations fiscales ne s'arrêtent pas lors de votre arrivée en France, en Israël. Pourquoi? Parce que je l'ai encore vu récemment sur des personnes qui sont venues me voir, sont parties en Israël en se disant « bon, c'est pas grave, on doit des choses en France, mais peu de choses ». Puis ça a terminé avec des saisies dans une société civile immobilière pour l'un sur des comptes courants d'associés et pour l'autre, c'est des saisies sur les retraites. Donc, lorsqu'on part, on tient à informer l'administration fiscale française. On fait sa déclaration d'impôt avec une technique un peu particulière l'année de départ. C'est qu'on a deux déclarations. Une déclaration qui va du 1er janvier au jour d'arrivée en Israël, une déclaration donc 2042 classique, celle que vous avez l'habitude de souscrire, et du jour de votre arrivée en Israël jusqu'au 31 décembre, une déclaration 2042 NR comme non-résident, spécifique qui doit être souscrite uniquement l'année du départ de France ou l'année du retour en France. Donc, ça fait partie des obligations fiscales. Et encore une fois, notamment pour les retraités, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas imposable en France qu'il ne faut pas faire de déclaration d'impôt en France. Typiquement, l'administration fiscale n'est pas capable et ne va pas aller regarder votre déclaration d'impôt et la modifier en fonction de l'état de résidence. Donc, vous allez vous rendre compte que si vous êtes retraité, lorsque vous recevez votre déclaration d'impôt et que vous êtes même parti depuis 2 ans, 4 ans, 10 ans, les chiffres des sommes versées au titre de retraite seront toujours pré-remplis. Donc, or, je vous ai expliqué que l'imposition ne revenait pas à la France. Donc, il va falloir aller sur votre déclaration et modifier celle-ci. Et puis, on a aujourd'hui un vrai souci qui concerne le prélèvement à la source. Alors, quand vous êtes salarié, vous cessez d'être salarié, ce n'est pas très grave, le prélèvement à la source, il s'arrête automatiquement. Lorsque vous êtes retraité et vous partez vivre en Israël, vous partez par exemple le 1er décembre 2021, vous allez vous rendre compte qu'au mois de janvier 22, février 22, les caisses de retraite continuent à vous faire des prélèvements à la source. Pourquoi? Parce qu'elles ne cesseront pas de vous prélever tant que vous n'aurez pas prouvé la résidence fiscale israélienne. Alors nous, on le fait pour nos clients. Il faut savoir que ça peut prendre entre 3 et 6 mois. Et c'est uniquement à partir du moment où toutes les caisses vous considéreront comme résidents fiscaux israéliens que l'administration fiscale pourra être amenée à vous rembourser le surplus qui a été prélevé. Donc, bien faire attention à vos obligations fiscales, les suivre. On le voit en pratique, c'est plus compliqué lorsqu'on est à 4000 km de la France, parce qu'on n'a plus du tout les mêmes réflexes. En France, lorsque vous pouvez oublier, vous dire, tiens, les impôts, je ne sais pas quand c'est, la télévision, la radio vous le rappelle. En Israël, personne ne vous le rappellera. Vous n'aurez pas obligatoirement le réflexe. Donc, la France ne vous oublie pas. Et dernier point, la France a le droit de vous contrôler, y compris en qualité de non-résident. Donc, ne pensez pas, parce que vous êtes parti le 1er décembre 2021, que à compter du 1er décembre 2021, la France ne peut plus vous poser la moindre des questions. Vous avez été résident fiscaux français, elle peut, et on a des jurisprudences du Conseil d'État, donc c'est monté quand même l'échelon le plus élevé de l'ordre judiciaire administratif français. Vous avez l'obligation de répondre, sinon on vous taxera d'office. Donc voilà par rapport à cette thématique de comment préparer fiscalement son départ de France, toutes les questions qu'il y a lieu de se poser. Je suis rentré, j'ai essayé de ne pas rentrer dans trop de détails pour vous donner vraiment une vision très large. Un départ de France, quelle que soit la destination, ça se prend très au sérieux
parce que vous allez avoir plein d'incidences et encore, on n'a pas parlé, nous, de l'ensemble des préconisations de la to-do qu'on fait à nos clients quasiment semaine après semaine lorsqu'ils arrivent en Israël en leur demandant de faire telle et telle chose, soit en France, soit en Israël.